Bonjour. On a 4 nouveaux milliardaires français, dont le PDG de Moderna, celui qui nous propose l'un des vaccins contre le Covid. Vous saluez ces 4 nouveaux milliardaires français? Je trouve ça absolument formidable. Plus 55% pour les milliardaires français en un an. Je ne sais pas si vous imaginez, leur fortune a augmenté là de plus de 150 milliards d'euros en une seule année, en 12 mois de crise sanitaire, pendant lequel on enregistre 1 million de pauvres en plus. Et on a ces 155 milliards d'euros qui partent de l'autre côté. Je trouve que on vit une époque formidable. En même temps, ils vont payer plus d'impôts et ça va aider justement à aider les pauvres. Pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait d'accord pour augmenter leurs impôts. Ils en payent beaucoup déjà. Ils en payent assez peu. Au fond, proportionnellement aux pauvres, vous savez, les pauvres payent plus d'impôts en proportion de leurs revenus parce qu'ils payent la TVA, qui est un impôt. Et donc, comme ils dépensent, ils payent plus de revenus en proportion que n'en payent les milliardaires. Ce que je vois surtout, c'est un mouvement international avec Joe Biden qui dit on va taxer Wall Street, on va taxer les super riches et l'effort fiscal qui va être demandé va reposer à 75% sur les 1% les plus riches aux États-Unis. On a le FMI. Le FMI qui est une institution libérale et qui recommande de taxer les plus riches. On a évidemment l'OMS qui recommande aussi ça, l'ONU qui recommande ça. On a toutes ces institutions qui recommandent ça et on a Emmanuel Macron qui au contraire pendant ce temps-là dit non, surtout pas, nous il faut qu'on continue à baisser les impôts productifs, il va y avoir du ruissellement et si les plus riches s'enrichissent, eh ben forcément ça va... Taxer les plus riches, ça veut dire quoi? Parce que ça dépend où vous placez le curseur en fait. Aujourd'hui en gros il y a les 20%, les 2 derniers déciles qui ont gagné. Et après, à l'intérieur des 2 derniers déciles, ça va de manière pyramidale et les 1% ont hyper gagné et les 0,01% ont encore davantage gagné. J'ai ce graphique, c'est BFM qui l'a produit. Le patrimoine des ultra-riches en 10 ans. Chez les Britanniques, il a augmenté de 168%. La France, elle est championne, plus 439%. Il y a du gras là, il y a de la marge, il y a de quoi redonner aux gens. Donc par quoi? Par une taxe sur les super riches, par un impôt sur les sociétés, par toute une série d'impôts. Je pense qu'il faut rétablir un véritable impôt de solidarité sur la fortune. Il n'y avait pas. C'était un impôt à trous et le gouvernement veut nous dire le problème c'est que ça taxe les millionnaires, mais ça taxe pas les milliardaires. Oui, mais la réponse c'est pas de supprimer pour tout le monde. C'est au contraire de regarder comment on peut taxer les milliardaires. Il a complètement supprimé. Il repose maintenant sur l'immobilier. Enfin bon, on va pas chipoter. Même regarder ce qui se passe sur les open luxe. Là, on a un scandale qui éclate. Oui. On apprend que les Français, donc les milliardaires français, sont ceux qui vont le plus placer au Luxembourg de tous les pays d'Europe. Et on a le silence du gouvernement. J'interroge Bruno Le Maire et je lui demande, mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Ah bon? Il y a un problème au Luxembourg. Attendez, je vais me renseigner, je vais demander des infos. C'est pas une blague, c'est pas un canular. On croirait le 1er avril, mais ça l'est pas. Il me répond ça. Et depuis, pas de nouvelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un éléphant qui est au milieu de la pièce, que ces plus riches ne veulent pas payer d'impôts, et que l'État est complice et ne veut pas leur faire payer des impôts. Et on a le ministre de l'économie qui devrait normalement être le ministre de la police fiscale, qui devrait dire aux gangsters, on va vous faire rentrer dans le rang, qui au contraire est complice de ça et vient fermer les yeux, les oreilles, la bouche, et on n'entend personne. Et qui est le premier contribuable français? Je sais pas. C'est Bernard Arnault. Ouais, peut-être. Bon, d'accord, mais vous avez vu l'augmentation de sa fortune, ça pose assez peu de difficultés à ce qu'il soit le premier contribuable français. C'est pas le sujet. Enfin, vous voyez bien. Ça veut dire qu'il paye aussi des impôts. Oui, j'ai pas dit qu'il payait pas d'impôts. Je dis que là, on a une injustice fiscale, mais qui est tellement criante. Je veux m'adresser aux artisans, je veux m'adresser aux commerçants, je veux m'adresser aux patrons de PME. Pour eux, l'impôt sur les sociétés, il est à hauteur de 25% et ils les payent pour de vrai. L'impôt pour les multinationales, il va être à hauteur de 8% en vérité. Donc on a une injustice fiscale. Ce qui s'est passé, c'est un mouvement que Macron a accéléré, mais c'est pas un mouvement par Macron, c'est un mouvement qui vaut sur les 30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un déplacement de l'impôt, de ce qu'on appelle les bases mobiles, vers les bases immobiles. Les bases immobiles, c'est quoi? C'est le capital. Le capital, il y a toujours le risque qui fuit, qui parte. Donc du coup, pour le garder, on se dit on va de moins en moins le taxer. Les grosses entreprises, c'est pareil. Elles peuvent aller installer, EADS est allé installer son siège à La Haye parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur les dividendes. Ils peuvent partir, donc on baisse leurs impôts sur eux. En revanche, qui est-ce qui va pas partir? Les commerçants, les artisans, ils vont pas partir. Les salariés, ils vont pas partir. Donc, on augmente des trucs comme la CSG, on augmente les impôts locaux. Donc on impose le travail et on défiscalise le capital. Et on augmente la TVA. Et au fond, là, c'est un mouvement qui est pas propre à la France, là, qui devient caricatural, mais qui est cette tension. On a fait glisser les impôts des bases mobiles vers les bases immobiles. L'impôt sur les sociétés était au milieu des années 80 en France à 50%.
Il est aujourd'hui officiellement à 25%. Et on sait que c'est une supercherie, qu'en dessous, il est à 8, 12%, 4% pour un certain nombre d'entreprises multinationales. Jérôme Marty, Louis Boyard et Barbara Lefebvre. Alors Louis, sur les étudiants et sur les jeunes, justement. Mais en fait, c'est ça qui me choque, c'est que ce discours-là soit pas normal, parce qu'on a beaucoup applaudi les soignants en disant il n'y a pas les moyens à l'hôpital. On a parlé pendant des heures de l'école en disant que l'école était plus capable de faire son boulot parce qu'elle n'en avait pas les moyens. On n'arrête pas de demander des moyens, mais on n'est pas capable de se les donner. Et donc là, tout ce que vous expliquez... pour moi, ça tombe sous le sens. Oui, Bernard Arnault est peut-être le premier contribuable, mais aujourd'hui, est-ce que la France est capable de tourner correctement? Regardez les hôpitaux, regardez les écoles. Non, alors il contribue pas assez. Il gère pas l'hôpital, Bernard Arnault. C'est peut-être ceux aussi qui gèrent l'hôpital. Est-ce que vous proposez pour les jeunes le RSA jeune? Alors c'est un vieux débat, ça, le RSA jeune. Pourquoi précisément en ce moment il faudrait mettre en place cette mesure? Bon, écoutez, je viens pour lancer un appel aux parents et aux grands-parents. La vérité, c'est qu'on a confiné la jeunesse pour protéger leurs aînés. Et que, massivement, ils ont accepté avec un prix. Moi, j'ai fait des entretiens, des dizaines d'entretiens, c'est le prix, c'est de la dépression, c'est des privations affectives, et ainsi de suite. Mais comment on les récompense? Il y a une double peine derrière. C'est qu'en plus, on va leur faire payer le prix de la crise. Par des pertes d'emploi, parce que c'est les intérimaires qui dégagent en premier, par tous les petits boulots et par un amoindrissement de leur entrée sur le marché du travail. Eh bien, je pense que à la place de répondre à ça par de la charité, parce que c'est la charité, moi, y compris moi comme député, j'ai ma permanence qui est remplie de gel douche pour les étudiants, de tampons hygiéniques, de choses comme ça pour leur donner. On voit des repas solidaires, on voit évidemment la queue devant les restos du cœur, mais on voit aussi les cagnottes lichis qui se montent sur Internet. On ne peut pas traiter notre jeunesse par la charité. Et je pense qu'il faut construire un filet de sécurité. Et moi, j'appelle les parents et grands-parents à se mobiliser pour la jeunesse et à demander pour la jeunesse ce qui a été fait dans l'après-guerre pour la vieillesse. Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'après-guerre, et puis pendant des millénaires, la vieillesse, c'était synonyme de pauvreté. On vieillissait dans la misère. Et c'était une espèce de fatalité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une décision politique. Le minimum vieillesse, les retraites. Et en une génération, on a vaincu une fatalité millénaire. En une génération, le taux de pauvreté chez les personnes âgées est devenu inférieur à la moyenne nationale et était divisé par 4. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est plus les enfants qui secourent leurs parents, comme ça s'est produit pendant des millénaires, c'est les parents qui secourent leurs enfants. C'est plus les jeunes qui sont moins pauvres, c'est les jeunes qui sont 4 fois plus pauvres que les plus de 65 ans. Et bien, je pense que de la même manière que ce qu'on a fait sur les personnes âgées, avec ce minimum vieillesse et ces retraites, on doit aujourd'hui avoir un contrat intergénérationnel qui fait qu'on fait la même chose pour les jeunes et on fait un minimum jeunesse. De quel montant? Alors là, moi, ce que je propose, vous savez, et même je peux être critiqué par certains parce que ce que je propose est tellement le plancher, c'est-à-dire c'est le RSA. On ne peut pas comprendre pourquoi dans ce pays, on a la majorité pénale qui est à 18 ans, vous pouvez aller en prison. On a la majorité politique qui a 18 ans, vous pouvez voter, mais vous avez la majorité sociale qui, bizarrement, doit attendre jusque 25 ans. Et là, il y a 7 années de trou. Moi, j'ai fait d'abord un travail de reporter, comme rapporteur de ce texte. Et je me suis rendu dans des maisons familiales rurales, je me suis rendu dans des missions locales, je me suis rendu dans des cités universitaires du Crous. Ce que je vois, c'est les besoins essentiels déjà peinent à être remplis. C'est-à-dire se loger, se nourrir, se soigner. Déjà, ça, je peux vous rapporter des tas de témoignages. Je vous en fais un, brièvement. Amanda, qui est en résidence universitaire. On va pas chez le médecin, il faut avancer 25 euros, c'est une semaine de course. Il y a qu'une fois, le dentiste, je pouvais plus éviter. J'avais une carie qui tournait à la rage de dents. Ça m'a coûté 120 euros. Quand il m'a annoncé le prix, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait que 60 euros de remboursé. Heureusement, ma mère a pu me dépanner. Et ça, j'en ai à tire-larigot. Mais donc, même une fois que les besoins essentiels sont remplis, ça suffit pas. Normalement, c'est un temps, la jeunesse, où on doit pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la vie, à la culture. Quand on demande qu'est-ce que vous faites pour la culture, ils peuvent rien faire. Les jeunes, notamment d'origine populaire. Il n'y a rien. Le sport. Il y a des passes culture qui existent quand même. C'est minimal. Il faut savoir que le dispositif existe, pas à 18 ans. Enfin, il y a toujours des conditions. Tout ce qui est fait pour la jeunesse, c'est avec des critères et des conditions. Le sport, ils s'en privent. Ils se privent de payer des licences de sport. Moi, je pensais que tout le monde pourrait accéder au sport. Non. Et même simplement visiter notre pays. Comment on peut adhérer, se sentir français si on ne va pas visiter ce qui se passe ailleurs? Et ce que je vois, au-delà des besoins essentiels, se soigner, se vêtir, se loger, ce que je vois, c'est une vie rétrécie. Une vie qui se rétracte.
C'est presque ce qui m'est le plus pénible, qu'à cet âge de la vie où ça doit être ou s'ouvrir au champ des possibles. Mais là, ça parce qu'on vit une période difficile en ce moment, ça va pas, la pandémie va pas durer tout le temps. Mais non, là, ce que je montre dans mon rapport, excusez-moi, mais ce que je montre dans mon rapport, c'est que le Covid est un temps de grossissement de ce qui se passe pour la jeunesse depuis 30 ans. Et il y a les causes structurelles. Les causes structurelles, c'est un bouleversement de la démographie de notre société. Pour la première fois dans notre histoire, nous avons plus de 65 ans que de 15-30 ans. C'est décisif que ça bascule de cette manière-là. Et donc moi, je viens pour lancer un appel aux parents et aux grands-parents en disant, il y a une solidarité familiale. Je ne doute pas que vous aidiez vos enfants et vos petits-enfants. Mais ça suffit pas. Ça ne peut pas se résoudre au cas par cas dans les familles. Il faut passer de cette solidarité familiale à une solidarité sociale, à une solidarité nationale. Et ça, vous devez le demander avec la jeunesse. C'est pas à la jeunesse de le demander seule pour elle-même. Barbara. Je pense aussi qu'il va falloir voir en amont la façon dont on forme aussi notre jeunesse, parce que l'éducation nationale a abandonné en particulier les jeunesses des quartiers populaires et des classes populaires de façon plus globale, et est en train de préparer des générations de travailleurs sans métier. Et donc là-dessus, on aura un gros problème. Et je pense que c'est aussi un des aspects de votre rapport, c'est d'essayer de faire en sorte que notre jeunesse ne vienne pas grossir les rangs de tous ces travailleurs sans métier, qui sont les travailleurs précaires, qui sont d'ailleurs aujourd'hui occupés par des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs de papiers, etc. Mais demain, ce sera aussi cette jeunesse française des classes populaires qui viendra peupler ces métiers qui n'en sont pas en réalité. Mais pour revenir sur la question, la situation du Covid, on a Emmanuel Macron qui a transmis à Bruxelles le programme de stabilité. Or, on est bien d'accord, puisqu'il a dit qu'il n'y aura pas de hausse des impôts, donc en particulier des impôts des plus riches, puisqu'on sait, et vous l'avez très bien rappelé, que l'ensemble des réformes fiscales depuis Sarkozy n'ont jamais conduit à la plus de justice ni fiscale ni sociale. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir que ce programme de stabilité ne nous annonce rien d'autre que des politiques d'austérité? Et qu'est-ce que vous, à l'échelle de l'Assemblée nationale, vous pouvez faire pour alerter à la fois l'opinion et vos confrères députés de cette politique d'austérité qui se prépare pour 2022? Ce que je peux faire à l'Assemblée nationale est maigre comparé à ce que je peux faire en dehors de l'Assemblée nationale. C'est faire ce que vous faites. C'est avoir un rôle d'alerte. C'est chercher à animer les gens. C'est chercher à les sortir de la résignation. Mais en effet, le programme transmis par Emmanuel Macron à Bruxelles, il dit très clairement que comment on va faire payer tout ça en prenant sur les retraites et en prenant sur le chômage. C'est-à-dire, je souligne quand même le choix inverse de ce qui se passe outre-Atlantique, puisqu'on nous demande généralement de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ben là, il y a une autre alternative qui s'ouvre et qui dit non, c'est pas en continuant à faire peser ça sur les plus faibles, sur les plus fragiles, sur les salariés, sur les travailleurs, qu'on va s'en sortir, mais au contraire en redonnant de l'air et en allant chercher tout simplement l'argent où il est, quoi. Et Jérôme Marty, médecin. L'exemple que vous avez donné sur le remboursement de l'acte du médecin, le remboursement de l'acte du dentiste auquel ne pas faire face cette jeune, c'est pathognomonique de la chose, parce qu'on en revient à l'état de l'assurance maladie et donc à son financement et donc à 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté et donc à moins de cotisants et donc au fait qu'on ne taxe pas justement l'entreprise et le produit fini, etc. etc. quoi. Il faut qu'on change tout ça et qu'on cible peut-être autrement ce que l'on fait depuis des années et des années. Moi, je suis désolé, mais je reviens à ce qu'on disait au début de la discussion, quand on parlait des super riches. On regarde le luxe. Le luxe, c'est fabuleux, quoi. On nous dit que ça fait 30 à 40% de marge. C'est quoi la marge du tarif d'un médecin? C'est quoi la marge du salaire d'une infirmière? Qu'est-ce qu'elle fait comme marge, elle? Il n'y a pas de marge, quoi. 25 €, au médecin généraliste, il lui reste 11 sur les 25. L'infirmière, elle est la moins bien payée des pays occidentaux. Je veux dire, c'est comme si la vie n'était pas un luxe, mais le plus beau des luxes, c'est la vie. Nous, on travaille sur la vie. Donc, à un moment, il va falloir qu'on renverse tout ça, qu'on arrête aussi peut-être... Il faut augmenter les infirmières, il faut augmenter le prix de la consultation chez toi aussi. Il faut déjà, pour les professions de santé, il faut que la Sécu et l'assurance maladie puissent plus être en déficit. Et pour qu'elle soit plus en déficit, il faut revoir son financement. Et pour qu'on revoie son financement, il faut qu'on s'attaque peut-être à autre chose que juste se financer sur les salaires des gens. D'accord, mais moi je vous écoute tous. Je sais pas ce qu'en dit. Je suis d'accord. Tout le monde veut plus d'argent. Le RSA jeune, il faudra le financer. Comment on finance tout ça? Parce que déjà, on a dépensé plus que ce qu'on avait avec la pandémie. Donc à un moment donné, se posera la question du remboursement de la dette, parce que toute dette due doit être payée à un moment donné. Vous annuleriez la dette Covid? Mais ça marche pas. En vérité, on a passé des siècles à pas rembourser la dette. Un peu quand même. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est pas. On paye des impôts, hein, donc. Mais moi, je pense que, je veux dire. Là, il faut voir l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Oui. Quand même, comment peut-on accepter que nos milliardaires fassent plus 150 milliards d'euros
de patrimoine en 12 mois de crise sanitaire. Oui, mais même si vous leur mettez une taxe de 30%, ça sera one shot. D'abord, on le fait une one fois. shot, je On le propose fait que ça une soit fois. une taxe durable et pas une seule. Je le redis, c'est une manne énorme Sûrement. qui se trouve là. Et ensuite, la deuxième chose, moi je suis pour la renaissance d'une base productive française. Voilà. Je veux dire Qu'on relocalise les Oui, usines et moi, autres. pour Tout moi, en taxant davantage, il- ça va être compliqué. Pardon? Si vous taxez davantage. Non, mais ça dépend de les son taxe. sociétés, Vous savez, vous demandez non, qu'elles mais restent en attendez, France. si je taxe davantage les gens qui vont placer leur pognon au Luxembourg, Ah. vous savez Oui, mais les si vous voulez que- conséquences. Tu taxes les Si capitaux, vous voulez que tu taxes pas l'argent soit là pour Non, non, l'industrie, il faut le pas problème, les taxer le trop problème non n'est plus. pas l'argent. Le problème un est peu pas, quand même. non, pour refaire renaître une base productive française, le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est déjà savoir ce qu'on veut produire ici D'accord, et mais qu'on il se faut des décide à capitaux. produire ici. Les capitaux, mais il n'y a que Il faut ça, des capitaux. Mais oui, mais si dans vous ce les pays. taxez, ils viendront pas en France. Mais des capitaux, on n'en manque pas. Il y en a partout. C'est pas du tout le souci, le capital. Ah bon Le capital pour produire C'est pas le aujourd'hui. souci si vous le prenez Mais non. partout. Le problème, c'est est-ce que ça va être, par exemple, moi je suis favorable à du protectionnisme. Les masques de l'Assemblée nationale, je me suis bagarré pour que ça soit acheté en France. Il faut un plan d'achat français. Voilà, il faut. Alors, et ensuite, le dernier point, je voudrais rebondir sur le propos de notre médecin. Je veux dire, il y a un an, Emmanuel Macron disait: notre pays repose aujourd'hui tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est vous, c'est les infirmières, c'est les auxiliaires de vie sociale que je suis venu défendre ici, c'est les agents d'entretien, c'est les assistantes maternelles. Qu'est-ce que depuis un an, ces personnes ont vu changer? Eh ben, ces mesures, François Ruffin, portez-les à l'élection présidentielle. Elles seront portées. Et elles seront qui portées par d'autres. Pas par vous. Non, pas par moi, je l'ai déjà dit. On ne va Oui, pas revenir non, là-dessus. non, mais c'est- Ça fait, je ne vais pas passer mon temps à avoir une dépêche, par Jean-Luc une dépêche Mélenchon à chaque fois que je dis que je ne me présente pas à l'élection présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va porter votre rapport. Je pense que ça sera l'une des voix qui les portera de manière forte sur ce terrain-là. Mais Sauf que la dynamique, elle n'est pas sur la Écoutez, gauche. moi, je viens pour poser aujourd'hui, et on a un étudiant qui est en face de nous. Je n'ai pas envie de m'embringuer dans des discussions sur les noms, les prénoms, les sigles, les partis et tout ça. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on a, et ça doit être résolu par ce gouvernement. Maintenant, ce que je propose, c'est le minimum du minimum. Ce que je vais défendre à l'Assemblée nationale ce jeudi. Je peux même être critiqué par des organisations de gauche qui disent: attendez, nous on demande un revenu de formation, on demande du revenu universel. Le on revenu, demande vous le des taxes fixez à combien ce revenu? Moi, Pour là, le bah, RSA, c'est le RSA. Le RSA. C'est simplement que Non, mais le ceux qui... RSA, il y a plusieurs montants. Non, non, il est Le à RSA socle. 497 Le RSA de euros. base. Il est à 497 Le socle. euros. Donc le bas, Voilà. Donc, c'est tout. Et avec la prime d'activité, comme les autres. Pourquoi à 18 ans, on serait différent? C'est tout. Voilà la simple chose que je viens poser. Ça concernerait combien de jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous avez évalué? Eh ben, ça dépend. En fait, des parents qui acceptent de défiscaliser leurs enfants. Par exemple, on a calculé que les parents du dernier décile auraient peu d'intérêt à recourir au RSA parce que, comme ils ont des niches fiscales, pour ainsi dire, ou des allègements, Voilà. ils ont peu intérêt à recourir à ça. Exactement. Donc, voilà, mais ça peut être massif. Ça peut se chiffrer, le coût peut se chiffrer aux alentours de 11 à 13 milliards d'euros. Oui, quand Voilà le coût. Mais je le redis, c'est une dépense pour fournir un socle à des millions de jeunes dans ce pays qui peut leur être un appui. Moi, ce que j'ai vu, Ça leur donnera c'est du des gens boulot, qui ça vivent dans l'angoisse. Dans l'angoisse de est-ce que je vais perdre mon logement cet été, Oui. de est-ce que je vais pouvoir manger demain, de mes appareils auditifs, je ne peux pas les réparer. Merci François Ruffin qui est venu défendre avec vous, on le connaît. On n'a pas entendu le seul étudiant sur ce plateau. Cette proposition D'accord avec aussi. vous. Merci François Ruffin.